Bonjour à tous, c'est HTH, vidéo complètement différente de ce qu'on fait d'habitude, mais ça fait partie aussi du concept de la chaîne. Ça va être un témoignage là basé sur, on va dire les termes, sur l'inceste, un sujet qui est très très compliqué à aborder, mais je trouve que même s'il est compliqué, il en reste pas moins très important. Et c'est important d'avoir des témoignages là-dessus parce que je trouve qu'on en parle très peu. Donc du coup, on vous le dit d'avance, si voilà, vous êtes une personne sujette à ça, que vous êtes une personne sensible, que c'est compliqué pour vous d'entendre voilà, des sujets qui sont pas forcément très joyeux, voilà, on vous invite peut-être à skip la vidéo. On fera peut-être une version, deux versions, une version, on va dire, avec la version un peu générale, et une version qui rentre un peu plus dans le détail. On mettra un peu plus le détail, si jamais, au montage. Dans tous les cas, on vous laisse avec le témoignage. Et on commence de suite. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, on te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Léna, j'ai 39 ans. Et je vais vous raconter mon histoire. Eh bien, je suis née il y a 39 ans, dans un petit village de l'Oise, en Picardie. J'ai une grande sœur qui a 5 ans de plus que moi. J'ai grandi dans une famille qu'on qualifie de dysfonctionnelle. Une mère dépressive, un papa absent. J'ai grandi dans une maison déclarée insalubre, donc pas d'eau chaude, pas d'électricité. Voilà, un environnement très très violent. Ma mère était extrêmement violente, nous battait très régulièrement, ma sœur et moi. Et on vivait un peu au temps de la petite maison dans la prairie. C'est-à-dire qu'on se nourrissait essentiellement de la pêche, de la chasse. Voilà, si on voulait manger, il fallait aller à la pêche ou à la chasse avec notre père, dépecer des animaux. Et on pouvait manger comme ça, la plupart du temps. Voilà, un environnement familial quand même extrêmement violent. Ma mère était dépressive, à tendance suicidaire. Et du coup, comment ça se passe les premières années des plus vieux souvenirs dont tu te souviennes, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être 5-6 ans, c'est comme ça que ça commence, quoi. C'est-à-dire... Oui, il faut savoir que... Donc moi, je suis en psychothérapie depuis plus de 15 ans. D'accord. Et j'ai fait un travail vraiment intéressant. C'est une méthode canadienne qui s'appelle l'ICV, Intégration du chemin de vie, où la base en fait, de ce travail, c'est de travailler sur tous les traumas. Et le début, c'est de se rappeler en fait, des premiers souvenirs. Et mon premier souvenir, j'avais entre 2 ans et demi et 3 ans, où j'ai été défenestrée, en fait. C'est wouhou, bienvenue. Et, ouais. Genre un de tes premiers souvenirs dans la vie, c'est ça, quoi. Ouais, mon premier flash, en fait, c'est d'être au rebord de la fenêtre et ensuite d'ouvrir les yeux et d'être au sol. Donc je suis tombée du 2e étage, donc j'avais 2 ans et demi, donc ça fait haut déjà. Hein. Et traumatisme crânien, fracture du coude. Donc voilà, ça a été ça mon premier souvenir d'enfance. Et je n'ai aucun souvenir agréable de mon enfance. Aucun. Ni de ton adolescence. Ni de mon adolescence, qui a été catastrophique. Premier souvenir, la défenestration. Okay. Et puis des souvenirs de mon enfance, les souvenirs de mon enfance sont agrémentés de scènes extrêmement violentes, dans le sens où, comme je le disais au début, ma mère me battait régulièrement. Et en fait, ce qui a été le plus déstabilisant, c'est qu'elle pouvait avoir un côté très... elle était à la fois très câline et extrêmement violente. Donc c'est très compliqué de se construire parce que c'est un peu... je sais pas si vous connaissez la claque ou le bonbon.
C'est vraiment ça, je savais jamais sur quel pied danser, la en carotte fait. ou le bâton. Oui, c'est un c'était... peu, bizarre. Pas sur quoi tomber, quoi. Passif-agressif, on sait pas trop. Voilà. Imprévisible. Une Imprévisible. mère imprévisible. Imprévisible, plus. Dépressive et sous Dépressive. médication. Ouais. Ok. Ma mère a toujours été addicte aux médicaments. D'accord. Tu te souviens de ce qu'elle prenait? Non, de toute façon c'est peut-être un peu... Oh. Bah, des antidépresseurs, des somnifères, Ok. Oui, ça a toujours été ce qui l'a détruit, de toute façon. Oui, bah oui, parce que après, Euh, parfois les effets secondaires sont tellement violents que c'est parfois pire la médication que la non-médication. Même quand on est... Ça dépend des cas. Il y a des gens comme ça où on leur arrête leur médication pour... Oui, puis c'était surtout de l'automédication. Tu vois, c'est ce qui est pire, Ah oui, alors en bah fait. justement, donc en plus Ouais. c'était pas suivi. Non, pas du tout. Ma mère n'a jamais fait de psychothérapie, ou alors elle a toujours commencé, mais elle s'est arrêtée, parce que je pense que il faut... Quand on a eu une vie extrêmement compliquée, il faut avoir le courage, en fait, d'aller descendre dans la noirceur d'un passé, en fait. Ah ouais, ok. Tu vois, et Mais elle voulait pas. elle en a commencé plein, mais elle a jamais... Ça a jamais tenu dans le temps, quoi. Ça n'a jamais tenu dans le temps parce que je pense que c'est trop douloureux, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui... donc ma mère est toujours en vie, mon père non, mais ma sœur et moi, on a coupé les ponts. Je n'ai plus du tout aucun contact avec ma mère. D'accord. Il en allait de notre survie, en fait. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire que si tu revois ta mère, en fait, c'est trop violent, quoi. Et oui, Ouais, c'est trop violent dans le sens où aujourd'hui, elle a plus du tout... comment dire Bon, moi aujourd'hui, j'ai 39 ans, mais ma mère m'a battue jusqu'à mes 26 ans. D'accord. J'ai eu... Il y a eu... c'est très décousu. Hein. Non, mais c'est Ça pas part grave. dans tous les sens. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'ai eu... C'est un vrai témoignage. j'ai eu 2 beaux-pères, dont mon père, les 3 sont morts. Tu vois Du côté, enfin, avec ta mère, tu veux dire? Ouais, Ah oui, ok. pour te dire... 3 beaux-frères? J'ai eu donc mon père qui est décédé, et ensuite j'ai eu 2 beaux-pères. Et les 2 beaux-pères sont morts, dont le dernier qui s'est pendu. Ah ouais. Et donc on l'a surnommée la veuve noire. Et Ah moi oui. j'ai fait plusieurs allers-retours, j'ai fait plusieurs séjours plutôt en hôpital psychiatrique. Et un jour, un médecin m'a dit c'est pas compliqué, si vous ne coupez pas les liens toxiques que vous avez avec votre mère, vous êtes la prochaine sur la liste. Parce que, comment dire, Elle t'use, quoi. c'est pire que ça, en Mais fait. C'est incroyable d'être autant destructeur, quand même. Elle détruit tout sur son passage. Ah, c'est fou, Et- quand même. Il y a mais- des gens comme ça. Parce que, aujourd'hui, avec le travail que j'ai pu faire sur moi-même, ma mère a été maltraitante parce qu'elle a été maltraitée. Elle n'a été que dans la reproduction, et aujourd'hui, je sais qu'elle a fait du mieux qu'elle a pu, mais c'est pas pour autant que... Oui, je vois. Tu vois que ce j'ai- rapport, bon, c'est ma mère, mais en même temps, elle a fait des trucs, voilà. quoi. impardonnable, Voilà. tu Je vois. Et pour moi, pour mon bien-être mental, je préfère la savoir loin de moi. Parce que rien que le son de sa voix Ah ouais. vient réveiller des blessures. Ok, ouais, je vois. Tu vois. Et ça a été tellement des années en fait de traumatisme. En fait, c'est, si tu préfères, je baignais dans un truc tellement violent au quotidien. C'est-à-dire que mes parents se bagarraient. On n'avait pas du tout d'argent, donc ils empruntaient de l'argent à droite à gauche. Des gens venaient en pleine nuit pour récupérer l'argent, pétaient tout dans la baraque. Ah ouais, Donc, c'était tu ultra vois, chaotique, ouais. ouais, c'était vraiment... Il n'y a rien qui allait, en fait, tu vois. C'était... T'as volé ton innocence. en fait. Ah ouais, c'est... Ah oui, et- parce que dès le plus Dès jeune le plus âge, jeune âge, tu vis parce ça, que t'as pas du eu coup, ouais. pré-adolescence, c'est-à-dire vers 8, 9, 10 ans, Ça a été le pire. le pire. Ça a été le pire. Parce que, en fait, à 8 ans, ma mère nous a abandonnés, ma sœur et moi, enfin, et notre père, du coup. Elle,
elle avait rencontré donc un de mes premiers beaux-pères, qui malheureusement est mort, mais aussi. Et elle est partie, en fait, hein, du jour au lendemain. Et là, s'en est suivi des scènes vraiment difficiles, dans le sens où, pour se déculpabiliser de quitter le foyer familial, ça paraît totalement surréaliste, hein, ce que je raconte, mais elle avait fait en sorte que mon père se rapproche d'une autre femme. Sauf que cette femme en question était mariée et avait des enfants. Que vous ayez une figure maternelle secondaire? Non, c'était juste pour qu'elle se déculpabilise. Ah en oui, fait, pour qu'elle ait pu... oui, ok. Tu vois, elle quitte la maison, il y a une autre femme qui la remplace et basta. Ok, oui, je vois. Et sauf que donc cette femme était mariée et son mari donc a su qu'elle avait une liaison avec mon père et venait dans notre maison et cassait par exemple donc il était à chaque fois alcoolisé et il venait avec des canettes de bière en verre qui cassaient et il s'auto-mutilait, tu vois, en hurlant le prénom de sa femme pour qu'elle revienne. Les scènes de ouf que tu vois quand t'as 8 ans. Et du coup, voilà, des bagarres avec notre père. Et puis moi, je voyais mon père sombrer petit à petit dans l'alcool. Est-ce que tu nous as finalement beaucoup parlé de ta mère? Oui. Et finalement assez peu de ton père, donc là on a le début un peu... Bah en fait, mon père... Mais plus jeune, ça allait encore? Ouais, alors mon père n'a jamais été maltraitant avec nous. En fait, il souffrait de la situation avec ta mère. Bah en fait, je pense que déjà il faut contextualiser le truc, c'est que mon père est né à la DAS. Ouais, en fait mon père est né sous X, c'est-à-dire que il est né et ses parents l'ont abandonné. D'accord. Orphelin, quoi. Orphelin. À l'époque. Oui, ouais. Voilà, il était orphelin. Et donc, il est né... il a grandi jusqu'à ses 18 ans dans un foyer. Donc, je pense que déjà, il avait pas du tout de repères. Tu vois, il savait pas faire, quoi. Et il a rencontré ma mère, elle avait 15 ans et demi. Ma mère est tombée enceinte, donc de ma grande sœur, elle avait 16 ans. Et à l'époque, je vois. Dans les villages, tu te mariais, sinon tu passais pour la putain du village. Et l'homme allait en prison parce qu'il portait plainte contre détournement de mineurs. Ah ouais? Bah ouais. Ça je savais pas. À l'époque c'était comme ça, tu vois. Alors pour les femmes je savais, mais je savais pas que pour les hommes tu allais en prison, quoi. Ah bah si, là parce que la famille, soit tu te faisais soit tu te prenais un coup de fusil par le grand-père ou... Enfin, à l'époque, il y a 45 ans, c'était comme ça, en fait, hein, tu vois. Ouais. Donc ils n'ont pas eu d'autre choix que de se marier. Et ma mère, donc, a eu ma sœur à l'âge de 16 ans. Et mon père, donc, a épousé ma mère, il avait 18 ans. Donc, c'était 2 enfants, finalement, tu vois. Deux enfants à 18 ans, elle t'a eu à 15 ans et demi... Enfin, 15 ans et 16 ans et demi, c'est ça? Non, en fait, ma mère, donc, a eu ma sœur à 16 ans. Et moi, elle m'a eu à 21 ans. Parce que j'ai 5 ans de... Ouais, c'est très compliqué, hein. Il y a beaucoup d'infos, ouais. Il y a énormément d'infos. Je vois un peu le... En fait, ils démarraient mal tous les deux dans la vie, tu vois. Ils savaient pas faire. C'était 2 enfants qui avaient des enfants. C'est ça. Et avec 0 moyen, tu vois. Parce que, je te dis, on a grandi dans une maison déclarée insalubre, pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage. Et à mes 6 ans, donc parce que on va dire que le sujet principal c'est l'inceste, mais c'est vrai que je pense que c'est important de raconter un peu le contexte tout autour. Mais donc, pourquoi l'inceste est arrivé dans ma vie? C'est parce que il n'y avait pas de chauffage à la maison. Et quand je disais tout à l'heure qu'on vivait un peu à l'époque de la petite maison dans la prairie, c'est que... Alors, la petite maison dans la prairie, c'était une émission qui passait sur M6. Oui, parce que moi, ça me dit un truc, mais finalement, je sais même pas. C'est-à-dire... Charline Giles ou ça Non, honnêtement... en fait, c'était une série qui passait à la télé, et c'était l'histoire d'une famille qui vivait dans les années, je sais pas, je dirais 1600, 1700.
Et donc, voilà, j'ai vécu en fait dans une époque. T'as pas vécu au XXe siècle. J'ai pas vécu au XXe siècle. T'as vécu au XXe siècle, mais pas. Avec les conditions du XVe ou du XVIe, quoi. C'était très particulier. Tu vois, parfois on avait du chauffage, mais c'était un poêle à charbon. Ouais, ok, ouais. Je vois le truc. Et ma mère cuisinait sur le poêle à charbon. Très compliqué, quoi. C'était très rudimentaire. Et du coup, les hivers parfois étaient vraiment très très froids. Et mon grand-père maternel était gardien d'un stade. Et donc il y avait des douches communes, un stade, tu vois, terrain de tennis, de basket, qui était juste en face des écoles, d'une école primaire et d'un collège. Donc il y avait beaucoup de passages d'enfants dans ce stade. Donc certains hivers, quand il faisait vraiment trop froid, en sachant qu'on avait beaucoup de fenêtres qui étaient cassées, donc il faisait vraiment très 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 froid. C'est-à-dire que même les fenêtres étaient cassées, quoi. Oui. Et puis c'était des murs à même la pierre, c'était d'un ancien temps. C'est un truc de fou, quand même. Pause, quand même, alors moi je m'attendais pas vraiment à ça, quoi. En plus, en Picardie, Ok. Ouais, ça va. Non, ça va. Non, mais ça va, c'est juste, c'est vraiment... c'est hardcore, quoi. Oui. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas le mot en français pour dire c'est extrême. Là, c'est vraiment extrême, quoi. Ouais. C'est-à-dire que même les fenêtres sont cassées, quoi. Oui. Il y a vraiment rien qui va, quoi. Il y a rien qui va. Ok. Absolument Et donc, rien. ce stade... Et donc voilà, hiver extrêmement froid, donc mes parents pensent un petit peu à nous et à notre bien-être, et donc nous envoient chez notre grand-père pour avoir un peu de chauffage et passer des nuits au chaud. Et puis là, c'est tout comment dire... J'allais dire... non, j'essaye de chercher mes mots, j'allais dire c'est la descente aux enfers, mais non, puisque je suis déjà en enfer. Donc on va dire que je vais... On descend au 5e sous-sol. Un stade un peu plus... On va dire c'est la cerise sur le gâteau, mais de façon négative. Non, parce qu'après, ça n'a été qu'un enchaînement. Hein, ouais. C'est même pas la cerise sur le gâteau, là. Enfin bref, c'est la continuité, on va dire. Et donc, on est envoyé chez mon grand-père, et donc, comme je disais, j'ai une grande sœur qui a 5 ans de plus que moi. Ouais. Et j'ai une tante qui a le même âge que ma sœur. Donc, elles sont copines, toutes les deux. Ok, en fait. Donc, elles ont 12-13 ans. Donc, moi, j'en ai 6. Et donc, elles étaient tout le temps fourrées ensemble. Et puis, ça commençait à fricoter, à fricoter. Non, t'inquiète, je suis débile. À fréquenter des garçons. Ah oui, donc oui, fricoter, ok. Et donc moi je suis un peu la petite sœur relou, j'ai tout le temps envie d'être avec elles parce qu'elles sont grandes, forcément tu les suis, c'est des modèles pour toi. Oui, puis à l'époque, tu vois, on n'avait pas de téléphone, ça n'existait pas, les téléphones portables, on écoutait la radio, quoi. Tu vois, quand on était gamin, et c'était Skyrock, ce genre de choses, et donc elle passait des soirées à écouter Skyrock, et puis je voulais tout le temps être avec elle, quoi. Et puis ma sœur et ma tante dormaient ensemble, et moi j'étais censée en fait dormir sur le canapé. Ça a commencé tout doucement, quoi. Enfin, dans le sens où mon grand-père venait me récupérer sur le canapé, et puis il me disait viens dormir dans mon lit. C'est plus confortable. Ouais, les prédateurs, c'est ce qu'ils font tout le temps. Hein. C'est au début et ça va crescendo après. Et ouais, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est que ça a été crescendo. Donc, au début, et donc j'ai dormi. De toute façon, pour résumer le truc, je peux pas expliquer 10 ans de viol. Ça serait beaucoup trop long. Tu vois. Ouais, et puis beaucoup trop douloureux d'expliquer 10 ans de viol aussi. Quoi. Après, ça a été... 10 ans, donc c'est-à-dire jusqu'à tes 16 ans, 17 ans. 16 ans, ouais. Ouais. Ok. Ouais.
Et bah, ça a été crescendo, donc ça a été juste des dodos à côté de lui. Et puis ça a été des caresses sur les cuisses, et puis des caresses sur mon sexe. Et puis après... mais ça s'est fait vraiment petit à petit, tu vois. Et puis s'assurer aussi que je parlais pas. Oui, et ce qui est tu vois. coup... Et à l'époque, en fait, donc t'as 6 ans, je suppose que du coup... ça commence à devenir vraiment pas normal du tout. T'as peut-être 8 ans, mais du coup, tu sais pas que c'est pas normal. Je sais absolument pas que c'est pas normal. C'est une forme de normalité, mais un peu cachée, du style, bon, c'est normal, mais t'en parles pas non plus. Et toi, tu vois pas que c'est vraiment pas normal. Surtout qu'à l'époque, comme elle l'a dit, t'as pas accès à l'information. Et voilà, et pas oui, mais de toute façon, là, c'est la petite maison dans la prairie, donc là, il n'y a pas de... Donc t'as pas d'autre modèle d'éducation. Et ce qui se passe, tu captes même pas en fait. Il n'y a pas de moyen d'information alternatif, quoi. Ouais. C'est horrible. Ouais, non, Et puis surtout dans une famille aussi démunie, avec si peu de moyens, tu vois, c'était limite une chance d'aller dormir chez notre grand-père. À ce moment-là, du coup, parce que t'as 39 ans, donc c'est les années 80, 90... Je suis née en 85, donc c'était 90. 10. Ouais. 90, okay. Ouais, 95. Putain, mais c'est les années 90, c'est pas 1914. Bah non. Mais c'est tout un contexte. Ouais. C'est pour ça que le contexte était important, et on parle au début, c'est très bien de parler du de situer, on va dire, dans la temporalité, quoi. Ouais. Que les gens se rendent compte que, en fait, parce que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en entendant ça, ils s'imaginent une époque, quoi. Mais non, c'est pas une époque, c'est les années 90, en fait. C'est même pas... c'est pas l'arrière-grand-parent ou je sais pas quoi. Ouais. C'est pas la Seconde Guerre mondiale ni la Première. Il y a 30 ans, quoi. Oui, bah oui. C'est un truc de fou. Et donc, voilà, hein, c'est... Donc ça vient petit à petit. Petit à petit, ouais. Jusqu'au viol, quoi. Jusqu'à... avant, donc évidemment, en fait, il a mis du temps à me violer parce que... Enfin, à vraiment... à passer, on va dire, à la pénétration parce qu'il avait des gros problèmes d'impuissance. Et je pense que c'est ça qui a été le plus terrible parce qu'il faut savoir que... Donc j'ai eu, on va dire, pas la chance, ni le courage, je sais pas, de porter plainte contre lui beaucoup plus tard. Et il s'avère que reconnu comme acte de barbarie, dans le sens où, vu qu'il était impuissant, il utilisait des choses. Des objets, quoi. Des objets, ouais, pour me pénétrer. Et il y avait énormément de menaces, dans le sens où, par exemple, c'est hardcore, les gars, je vous préviens. Hein. Ouais. Vous êtes sûrs que je... non, mais c'est malheureusement le réel. Bah oui, c'est vrai. Par exemple, je devais lui faire une fellation et à côté de lui, il y avait un fusil. Et si je lui faisais pas de fellation, donc lui il me disait si tu le fais pas, je te mets une balle dans la tête. Sauf que tu dis ça à une gamine de 8 ans, elle y croit, quoi, tu vois. Oui. Parce que je rappelle que mon père, ma famille étaient des chasseurs et que il y avait des armes, c'était normal. Oui, en fait, t'avais déjà vu qu'est-ce que ça faisait une balle dans la tête, quoi. Oui. T'es pas une espèce de Parisien de 2024 qui pense que c'est Call of Duty. Pas du tout. Enfin, je savais, moi-même, j'avais tué des animaux de mes propres mains et dépecé des animaux. Enfin, c'est pour ça que ça fait 20 ans que je suis végétarienne, tu vois. Ah oui, parce qu'il y a eu un dégoût pas possible. Ah ouais, non, c'est pas possible, la viande c'est juste impossible en fait. C'est indépendamment de ta volonté ou quoi. Ouais, c'est inscrit dans ton code génétique. Ouais. On va reprendre après cette petite pause. Du coup, on va reprendre le récit, le témoignage. Et du coup, on va faire un peu la suite des événements. On va notamment aborder, après, même si ça n'a pas été très chronologique, on va essayer de voir un peu l'après, la post-adolescence. Et tout ce qui s'en est suivi, vous verrez. Donc on s'était arrêté sur... j'ai pas envie de dire le mot, donc je dirais le fusil. Ouais. Voilà. Ouais. Donc,
il y a eu encore des années, évidemment, d'inceste qui ont suivi. Alors, on me pose souvent la question mais t'en as jamais parlé ? Et ça, je pense que c'est intéressant de préciser ça, c'est que si, j'ai essayé d'en parler une première fois, j'avais 12 ans, donc à ma mère. J'étais dans une baignoire, et pour les plus anciens, une baignoire à sabots, et où ma mère donc, avait préalablement fait chauffer de l'eau, hein, évidemment, sur le poêle à charbon. Et donc je lui dis « Maman, j'ai mal à ma nénette ». C'est vraiment, voilà, je lui dis ça. Et elle a pensé en fait que j'avais couché avec un garçon. Et donc elle me bat dans la baignoire et elle me casse le nez. Et... Non mais c'est pas possible. Pardon. Non mais attends. Attends, on va recommencer peut-être, non ? Non, on garde tout. Ça c'est un peu ça va devenir un peu le truc comique de la chaîne, c'est on garde. Non mais c'est pas possible quoi. Au moment où t'as une porte de sortie, t'as la mère qui dit non mais attends, si t'as couché avec un garçon, tu prends putain. Ça c'est le truc quoi. Alors peut-être, tu vois, non. Et c'est surtout que en fait moi c'était impossible hein, pour moi de verbaliser ce qui se passait, puisque moi-même je comprenais pas, mais j'essayais parce que on avait déjà dépassé l'inacceptable depuis longtemps, et à 12 ans déjà je ressentais un profond mal-être en moi, et évidemment c'était et voilà, j'essayais de... C'était plus comme un appel au secours qu'autre chose, en fait, à 12 ans. Et à 17 ans, j'ai réessayé d'en parler à ma mère, parce que à 17 ans, mon père, mon papa, est mort d'un cancer qui a débuté au poumon et qui s'est généralisé. Et il faut savoir que, en fait, quand mon grand-père donc, me violait, un jour, je lui ai dit, je sais plus, j'étais déjà préadolescente, je lui avais dit, tu sais, un jour, je le dirai à mon père. Et donc, lui m'avait répondu, évidemment, avec le plus grand des naturels, m'avait dit, mais tu sais, il te foutra un coup de fusil dans la tête. Et donc, là, quand mon père est mort, je me suis dit... j'aurais dû lui dire, j'aurais dû lui en parler, et donc je me suis dit, je vais en parler à ma mère. Une énième fois, je vais réessayer de... Mais là, à 17 ans et demi, j'avais déjà plus les mots, je savais que... Je savais, en fait, ce que... J'avais conscientisé ce que j'avais vécu. Et, ah oui, et si ça s'est arrêté aussi, c'est parce qu'on a déménagé, tout simplement. On a changé de ville. Et puis je grandissais, donc aussi il fallait lui aussi qu'il fasse attention, parce que j'étais susceptible de parler, et puis surtout je fréquentais des garçons à 16-17 ans, ouais, j'avais un amoureux. Ouais. Et donc voilà, je décide d'en parler à ma mère après la mort de mon père, et donc voilà, je lui dis, mais là avec des mots d'adulte entre guillemets, ouais. Voilà, maman... Robert m'a fait des attouchements. J'arrivais pas encore à mettre... Il m'a fallu des années avant de dire que j'ai été violée. Hein. Ouais, voilà, c'est pas facile hein, Ouais. Je pense que c'est très difficile pour une femme de dire j'ai été violée. C'est très compliqué. C'est compliqué, et puis de toute façon, en fait, il y a aussi ce truc de plus tu grandis, plus tu te rends compte, et un jour tu te rends compte de ce qui a été fait pendant 10 ans. Quoi. Ouais. Et là, en fait, c'est perte de repères plus déni un peu de réalité. Enfin, il y a plein de choses qui doivent se passer, quoi. Ouais, complètement. Oui. Donc, ouais, non, c'est évidemment que c'est pas simple. Et puis, je sais pas, je pense que n'importe qui là qui nous écoutera peut un peu faire, on va dire, faire une expérience de pensée. Imaginez concrètement, ça vous arrive. Vous y prenez comment, sachant que y a pas forcément, tout le monde va pas forcément vous croire, on va penser que ceci, on va penser que cela, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que ce soit pas évident du tout. Et puis il y a un avant et un après, et d'ailleurs je pense que tu vas en parler. Oui, complètement. Puis, je dirais que c'est surtout la peur de comment ça va être reçu, voilà. Est-ce qu'on va me croire, qu'est-ce que ça va engendrer dans la famille,
Parce que ce qui est terrible en fait pour une personne qui a été victime d'inceste, c'est on se sent profondément coupable. Et c'est là où tout le paradoxe en fait de ça, c'est que tu vas être coupable de la destruction de la famille, c'est un peu ça tu vas être coupable du fait d'annoncer quelque chose de destructeur, c'est ça? Ouais, et puis tu te sens coupable de pourquoi j'ai pas... Moi, il m'a fallu des années avant de comprendre que c'était normal. Toi, tu t'es senti bête de pas l'avoir vu plus tôt ou oui, de ne pas avoir réagi quand j'étais petite. Tu vois, sauf que j'en étais, on en est incapable. Enfin, t'es petit, t'as rien. Déjà que tu comprends pas ce qui se passe. Et après, en fait, le problème, c'est que tu rentres quand même dans un. Alors, ça, c'est vrai ce que je veux dire. Mais tu rentres dans une habitude. Oui. Oui, tu rentres dans une habitude. Il y a tout un tas de trucs. Et en fait, si tu préfères, c'est horrible. C'est ça où. Enfin, c'est ça le plus difficile, c'est que tu te dis, je le laissais faire. Donc j'aimais ça. La plupart des victimes pensent comme ça, en fait, tu vois. Et en fait, ce qui est terrible, bon après c'est particulier, hein, mais c'est que mes premières expériences sexuelles, je les ai vécues avec mon grand-père. C'est difficile à intégrer, en fait, parce que... à intégrer et à accepter le fait que, parfois, je pouvais ressentir du plaisir. T'as une stimulation, quoi. Bah oui, mais parce que... Mais alors ça, c'est un truc qui est ultra tabou, et tu vois, c'est un peu... D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, quand on parlait du truc... C'est très bien que tu parles de ça, parce que c'est un peu comme tout à l'heure quand on parlait, pour ceux qui comprendront, par exemple, oui, mais l'homosexualité, c'est naturel, mais c'est pas un argument, parce qu'en fait, le viol est naturel, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Et en fait, c'est un peu la même chose, par exemple, avec les érections, il y a des érections mécaniques, et en fait, c'est pas parce qu'un homme a une érection qu'il aime ce qui se passe. Ouais. Parce que moi, je pense que n'importe quel homme a déjà vécu ça. Parfois, tu as une érection, mais clairement, tu n'aimes pas du tout ce qui est en train de se passer. Et en fait, c'est vraiment ça la différenciation. C'est quand bien même, il y a ça, et tu peux ressentir un plaisir mécanique, mais ne pas aimer la situation et le contexte. Et en fait, c'est ça le truc qui est terrible. Sauf que ça, c'est un peu subtil. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la subtilité parce qu'ils sont un peu neuneux, ils te disent oui, si tu aimes, c'est que tu aimes. Mais en fait, il y a différentes. Il y a différents stades dans l'acceptation et dans le plaisir. Et il y a différents stades aussi sur le ressenti et sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et en l'occurrence, on peut aimer, on va dire, une stimulation, mais ne pas du tout aimer ce qui se passe. Et on peut aimer une stimulation aux dépens de ce que l'on voudrait, quoi. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses, ça nous fait plaisir, mais en même temps, on se dit, ouais, mais c'est pas sain comme plaisir. Oui. Et en fait, c'est ça le truc. Et ça, c'est pas... J'ai jamais entendu ça qui a été dit. Que ce soit à la télévision, sur des trucs de viol, etc. Par exemple, et ça, c'est ultra tabou, et c'est horrible. Et c'est pas un bon comportement parce que ça crée des situations délétères et ça crée même des relations sentimentales délétères. Mais par exemple, les femmes qui ont le fantasme du viol, ce qui existe vraiment, en fait, c'est pas la question de si elles font bien ou pas. C'est délétère pour elles parce qu'elles vont se retrouver dans des situations qui vont profondément les traumatiser. Mais pour autant... il y a justement ce truc de je vais aimer la stimulation, mais est-ce que tu aimes ce qui se passe concrètement? Ça, c'est autre chose. Et effectivement, comme tu dis, c'est ça le problème. C'est qu'il y a plein de gens en fait qui, comme tu as dit, il y a peut-être aussi cette forme presque d'accoutumance. Je sais pas si on peut utiliser ce terme-là. Ouais, complètement, si. Et en fait, encore plus, alors quand on est adulte, c'est un autre sujet. Mais quand on est enfant, on ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le principe même d'être mineur. Hein. Tu ne sais pas ce qui est bien pour toi, ce qui est mal. Exactement. C'est pour ça que tu as des parents qui, normalement, ont le discernement, le mot discernement qui est important, nécessaire pour te dire, non, ça, c'est une bonne et une mauvaise situation. Oui. Tu me dis, oui, mais papa, pourquoi? Écoute, tu verras plus tard. Tu comprendras plus tard pour qu'est-ce qu'une bonne et qu'est-ce qu'une mauvaise situation. Tu seras plus grand, ouais. Et ça deviendra fluide, enfin, ça deviendra logique, quoi. C'est les expériences de vie, c'est tout un tas de choses qui font ça. Mais du coup, ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Mais c'est dramatique parce que t'es... Enfin voilà quoi, c'est beaucoup jeune et en fait, si tu préfères pour... Et je comprends mieux ce que tu veux dire parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident.
Excuse-moi, je recoupe, mais parce que c'est pas toujours évident quand on dit oui, la culpabilité des femmes victimes de viol, etc., d'inceste, et cette forme de culpabilité, je comprends ce que tu veux dire du coup. Et ça, je l'avais pas forcément toujours bien compris avant. Là, je viens de le comprendre, quoi. J'en parle déjà une première fois à ma mère. Une première fois, oui, donc j'avais 12 ans. Et la deuxième fois, donc quand mon père décède, où je me dis merde, j'aurais dû le dire à mon père. Ouais. Je pense qu'il m'aurait cru. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais le dire à ma mère. Et voilà, je lui dis, tu sais, maman, Robert m'a fait des attouchements sexuels. Parce que je disais tout à l'heure que c'était inconcevable pour moi de verbaliser, même de conscientiser, hein, tout court. On a fait une grosse parenthèse. Donc je lui dis, il me fait des attouchements sexuels. Et ma mère, avec un naturel déconcertant, me dit, oh mais c'est pas grave, tu sais, Robert il a toujours mis des mains au cul à tout le monde dans la famille. Oh putain. Non mais... Sauf que, en fait, je parle pas de mains au cul, tu vois. Non mais c'est lunaire, y a rien qui va, quoi. Et donc, quand ta maman te répond ça, bah ok, en fait. Sauf que, évidemment, je me sens totalement seule, incomprise, mon père vient de mourir, enfin c'est... C'est le monde à l'envers, en fait. Et du coup, ouais, bah oui, complètement. C'est le monde à l'envers. Et c'est de là où j'ai commencé, en fait, à me droguer, à fumer des joints, tu vois, et parce que c'était, voilà, c'était... C'était une évasion, quoi. C'était une évasion pour moi. Et donc voilà, et comment je me suis sortie de... Donc là, énorme parenthèse, donc on va dire de 17 ans à 25 ans, il se passe plein de choses, où je suis mise à la rue, où... parce que ma mère rencontre un homme qui a de l'argent, ça lui monte à la tête, et elle décide tout simplement de faire une croix sur ma sœur et moi-même. Donc on se retrouve à la rue. Voilà, on voit pas notre mère pendant quelques temps. Et vers 20-21 ans, elle rencontre un autre homme et qui, lui, a eu un rôle majeur et extraordinaire dans ma vie. Je pense que c'est un ange tombé du ciel, aussi incroyable que ça puisse paraître. Elle rencontre cet homme qui s'appelait Joël et qui décide de me prendre sous son aile. En fait, il a été éducateur spécialisé toute sa vie. Et il se rend compte tout de suite... Il voit tout de suite qu'il y a un truc qui va pas chez moi. Je l'aimais énormément, ce monsieur. À cette époque, j'étais anorexique, j'étais habillée tout en noir, je me droguais beaucoup, je me scarifiais, Voilà, c'était une période très très dark que j'ai eue. Et puis voilà, un jour, il me met devant un miroir et il me dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Et je m'effondre, et puis là, on décide, lui et moi, de me faire hospitaliser. Donc c'était mon premier stage en hôpital psychiatrique. Tu avais quel âge ? J'avais 21 ans. D'accord. Et puis, voilà, il arrive à me mettre en confiance, et je lui explique ce que j'ai vécu avec mon grand-père. Et pendant des années, il va m'accompagner et il va me dire, tu sais, il faut que justice soit faite et il faut que tu sois reconnue victime et que lui soit reconnu coupable. Ça t'aidera à avancer dans la vie et je t'aiderai. Le jour où tu seras prête, je vais t'accompagner. Et donc quand je dis un ange tombé du ciel, c'est vraiment un ange tombé du ciel. Hein. Et tout dans la bienveillance, et c'était absolument dingue. Et moi je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais avec ma mère ? Enfin, tu vois, il était tellement à l'opposé en fait de ma mère. Ouais. C'était tellement... et puis c'était juste quelqu'un d'équilibré. En fait, c'était un mec normal. C'était un mec normal. Mais enfin, un normal qui a quand même fait le job. Quoi. Qui a fait le job. Et c'est pour ça que je me sens extrêmement chanceuse d'avoir croisé son chemin. Parce que sans lui, jamais j'aurais été... Attends. Jamais tu aurais trouvé le courage de... Ouais, jamais j'aurais eu le courage de porter plainte et Il m'a énormément apporté, vraiment. Ça a été
une bouffée d'oxygène, je sais pas, je l'appelais ma voix de la sagesse, quoi. Tu vois, c'était vraiment... j'ai une chance extraordinaire. Et puis voilà, donc il m'a préparée à ça. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Un jour, il a neigé. Donc j'avais 25 ans. Donc 4 ans se sont écoulés. Et puis j'ouvre mes volets et tout était recouvert de blanc. Et là, je sais pas, le déclic. Et je vais voir Joël et je lui dis je suis prête et je vais aller porter plainte. Et donc, comme il m'avait promis, il est venu avec moi. Et là, je passe plus de 12 heures au commissariat et je dépose tout. 12 heures. Ah ouais, putain, mais le commissariat a dû péter un câble. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, c'est un homme qui m'a reçu et c'était tellement insoutenable ce que je racontais qu'il a demandé à une femme de prendre le relais, en fait. Ouais, même pour avoir... pour mieux ressentir... pour mieux ressentir. Plus authentique, quoi. Oui, et puis lui avait des enfants. Ah ouais, non mais vas-y, tu vois. C'est trop grave. En plus, quand t'as des enfants, franchement, écoutez ça. C'est vrai, parce que... Et du coup, et donc là, je lance le truc et je rentre chez moi et je me dis, qu'est-ce que je viens de faire ? Et là, je bois une bouteille de vodka pure. Et parce que pour la première fois de ma vie, en fait, je dépose tout. Tu déballes tout, ouais. Je déballe tout, et puis faut les passer les 12 heures au commissariat à raconter 10 ans de viol. Hein. Tu vois. Et puis j'ai 25 ans, tu vois, je suis au cœur de ma dépression, de la drogue. Tu viens de faire une sorte de montagne russe là où t'as vraiment t'as le retour de bâton terrible, où tu te dis... Je viens de faire un truc. Et puis il n'y a pas moyen de faire marche arrière là, tu vois. Ah ouais, la bouteille revient, elle fait là, oubliez ce que j'ai dit. Oui, et puis tu sais que tu viens de balancer une bombe, mais un truc qui va te faire péter une famille en mille morceaux. Donc il faut assumer en fait, hein, tu vois. C'est pour ça que les femmes n'osent pas parler. Dangereux. Et du coup, il t'était pas avec toi, et donc là, à ce moment-là, tu finis la bouteille. Et en fait, je bois la bouteille pure, et là, en fait, je prends un couteau et je me taille les veines parce que je me dis je vais pas être capable d'aller au bout en fait, je vais pas y arriver, et du coup je me taille les veines mais tellement fort que je me coupe les 2 artères, les 5 tendons et 20% du nerf médian. Tu m'as dit en plus c'était pas avec un couteau à pain. J'allais dire, ce détail sordide, mais comme tu m'avais raconté à l'époque, non. Avec un couteau à pain, ouais. Le détail de fou. Et là, en fait, je manque vraiment de mourir, d'être amputée de la main. Mais attends, alors, en fait, le détail sordide, c'est que... du coup, je vais révéler un petit truc, mais dans le cadre de mes études, je connais assez bien l'anatomie, notamment de l'avant-bras, et pour couper 20%, pour atteindre le nerf médian, t'as vraiment charcuté le bras, quoi. Ouais. Parce que c'est pas possible, en fait. Waouh. Ouais. C'est un truc de fou. Et c'est pas... En fait, j'arrête pas de dire fou, j'ai pas les mots. En fait. C'est-à-dire que là, c'est au-delà des mots. Je sais pas trop comment l'exprimer, c'est pas possible, quoi. C'est... La vache, quoi. Et du coup, ça a été... ça a été la pire... Alors, tant que l'alcool faisait effet, ça allait. Et puis j'ai fait une sorte un peu de coma. C'était très étrange, tu vois. Tu tombes dans les vapes, quoi. Puis en plus, t'as dû perdre un paquet de sang. Énormément de sang. Ouais, donc là, il y a une chute de tension terrible. Ouais, et je me souviens d'être dans l'ambulance et les pompiers qui me foutaient des grandes tartes, tu vois, pour que je reste éveillée. J'ai vu le visage de mon père, genre... pas content, et genre, t'es pas la bienvenue, ma petite, c'est pas ton heure, tu vois. Et bon, ça, c'était très particulier. Et ok, t'as fait comment ça s'appelle ? T'as fait une expérience de mort imminente ? Un peu, ouais. Je sais pas trop. Non, c'est bizarre. Je suis pas sûre. Mais je pense que vraiment, j'ai eu un signe de mon père en me disant non, c'est pas maintenant. Et j'ai été opérée en microchirurgie de la main.
Et je me souviens de, putain, genre cas d'école quoi. Enfin cas d'études, on dit plutôt ça je crois. Où je suis dans une salle et il y a plein de médecins autour de moi et tu vois genre c'est la cata les gars, on va la perdre, tu vois. Et du coup j'étais transférée en urgence donc en microchirurgie de la main. Et donc là j'ai été grande chance, j'ai été opérée par 2 professeurs. Et Donc les mecs, c'était pas le stagiaire quoi qui t'a opéré. Ouais. Et en fait, ils ont pas pu m'anesthésier généralement parce que je me serais pas réveillée. Donc j'étais. Consciente de tout. Bon, j'étais encore bien bourrée. Et donc là, t'as dû faire une expérience terrible de genre les mecs qui essayent de remettre les tendons. Exactement. Qui remettent les tissus en place. Ouais, l'expérience terrible, c'est qu'en fait, ils ont coupé, je sais pas, en fait, je voyais des morceaux de tendons sortir de mon... En fait, parce que vu que j'ai fait ça, je suis désolée, ça va être très glauque, vu que j'ai fait ça avec un couteau à pain, je les ai déchiquetés, les tendons. Ouais, donc là, c'était même plus... Enfin, ils étaient plus... C'était mort, quoi. Ouais, ils ont dû en couper, en fait, tu sais, pour les raccrocher. En fait, vu qu'ils étaient déchiquetés, Et donc, en fait, je voyais des... je voyais, en fait, ce qui se... Excuse-moi du détail, c'était ta main... Je vais te montrer... En fait, moi, si tu... Bon, j'ai coupé, moi, comme ça. Wow. Tu vois. Et en fait, ils ont été les rechercher au niveau de la main, là, et au niveau du bras. En fait, là, elle fait 28 cm, tu vois. Oui, j'ai fait 1 an et demi de... J'ai eu la chance d'avoir un super kiné. Vraiment, extraordinaire. En fait, t'as eu quelques personnes dans ta vie qui ont réussi à te faire grind. Recalibrer, Ouais, vraiment. Franchement... Et en fait, le kiné, donc, c'était un employé de mon beau-père, parce que, donc, comme je disais, il a été éducateur toute sa vie et il a fini directeur d'établissement. Et ce kiné-là travaillait pour l'établissement parce que mon beau-père, donc, était directeur d'établissement pour personnes handicapées, donc ils avaient des kinés. Et donc mon beau-père a donc demandé à... Enfin bref, c'est vraiment parenthèse, hein, mais... Donc j'avais la chance de pouvoir faire de la kiné tous les jours, pendant 1 an et demi, 7 jours sur 7. Il m'a pas lâché. Ah ouais, ok, ouais. Et donc, non, regarde, je suis masseuse aujourd'hui. C'est ça. Donc, comme quoi... tu vois, c'est là où on se dit c'est un truc de fou. Ouais. Je peux faire les Paralympiques, les gars. Non, ouais, c'est ça. Mais je te jure, c'est fou, quoi. C'est-à-dire que... on en parlait tout à l'heure, mais quand je t'ai vu, on voit pas tout ça, tu vois. Ouais. C'est incroyable. Franchement, c'est... Du coup, ensuite, le procès, comment ça s'est passé? Est-ce que ta famille t'a soutenu? Est-ce qu'ils étaient complètement contre toi? Comment ça s'est passé? Alors, le procès donc, a duré 5 ans, donc de mes 25 ans à mes 30 ans. Ça a été très, 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 très long. Beaucoup d'expertise psychiatrique, de confrontation avec mon grand-père. Et il faut savoir que normalement, il y a eu une première audience. Donc c'est passé en cour d'assises, donc c'est un procès qui dure 3 jours, c'est extrêmement lourd, parce que c'est considéré comme crime. Et donc il y a eu un premier procès au bout de 2 ans et demi, parce qu'il y a eu évidemment des grosses enquêtes de fait, vu que c'était un stade en face d'une école. Oui, donc du coup, t'étais peut-être pas la seule qu'à... Exactement. Et il y a des personnes, en fait, d'autres filles qui ont parlé, sauf que elles ont retiré leur plainte. Donc, au bout des 2 ans et demi, donc, il y a eu une suspension d'audience pour nouvelle enquête. Puisque des filles ont commencé à parler, mais elles ont décidé de ne pas aller au bout parce que certaines filles, une fille en l'occurrence était enceinte, elle était mariée. Tu vois, donc tu te lances dans un truc quand même où tu sais que... Tu vas y laisser quelques plumes, Bon, il faut être armé, quoi. Et c'est pas le moment alors que tu vas avoir un enfant et puis surtout que si t'en as jamais parlé... si ton mari n'est pas au courant, Non mais c'est l'horreur, quoi. Tu vois. En fait, donc, c'est tellement la différence entre la théorie de... Bah oui, mais pourquoi, tu vois,
Oui, mais parce que dans le cas pratique, en fait dans la vraie vie, t'en parles si tu tombes sur un... Enfin, le mari peut se barrer, en fait. Par exemple. Ouais, même la police. Et puis même, c'est très dur de trouver le bon moment, quoi. Puis t'as pas forcément envie de revenir là-dessus, en fait. Ouais, il faut vouloir se replonger C'est dans très les enfers, particulier. quoi. Oui. Puis c'est un truc que tu vis au quotidien, en fait. Tu sais que t'es en procès et qu'un jour, il va y avoir une audience. Et tu sais que, va falloir... excuse-moi de l'expression, mais il faut porter ses couilles, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Et puis c'est... T'avais quel âge à l'audience et ton grand-père, il avait quel âge? Alors, elle a... Donc, première audience, j'avais 28 ans. Et mon grand-père en avait 76. Et donc, suspension d'audience pour nouvelle enquête. Et donc là, on repart sur 2 ans et demi. Donc, en fait, ces 5 années-là ont été les plus horribles pour moi, où j'ai fait vraiment... j'ai consommé énormément d'alcool, de drogue, j'allais régulièrement en hôpital psychiatrique. J'avais besoin, en fait, parfois de me faire enfermer pour ne pas mettre fin à mes jours, en fait. C'était parce que c'était trop... tout était trop violent, en fait. Émotionnellement, tu dois te prendre des claques. Et puis, il faut... Enfin, il y a des confrontations avec mon grand-père, il y a... ce que tu dis est remis en question, et t'es expertisé. Ça doit être extrêmement dur quand t'as vécu un truc comme ça, oui, et on te dit « je ne suis pas certain ». Oui. Et puis c'est... Et toi, t'es là... Et puis c'est surtout la peur au ventre de te dire « putain, et si je suis pas reconnue victime ?» Ouais, c'est-à-dire que tout ça pour... tu vois, wow, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette peur que ça se trouve... non-lieu, tu vois. Non-lieu. Non-lieu. Mais oui, non mais oui. À quitter. Mais Tu vois, complètement. c'est... Ou alors, tout ce que vous dites est mensonge. Tu vois, t'as peur, en fait. Même si tu sais au plus profond de tes tripes que tu dis la vérité, t'as peur quand même. Surtout quand ta famille ne te soutient pas du tout. Et c'est là où je vais en venir. Sauf Joël, donc l'ancien compagnon de ma mère, qui n'a jamais douté une seule seconde de mes dires. Donc, nouveau procès à 30 ans, comme je disais, en cour d'assises, donc sur 3 jours. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Ma mère arrive en fauteuil roulant, au procès, en pleurs, pour se déculpabiliser, pour se dédouaner, pour... Elle joue la carte. Elle joue la comédie, voilà. Pauvre de moi. C'est vraiment à vomir, en fait. C'est quand tu as le background, tu te dis c'est pas possible. Bah ouais. Ils osent tout. Hein. Et sauf que, en fait, bon, maintenant j'en ai plus rien à foutre parce que j'ai renié ma famille et je peux le dire, c'est vraiment une famille de cassos, tu vois. Et pour te dire à quel point c'est une famille de cassos, c'est que mon grand-père s'est tiré des balles c'est pas dans le pied, c'est dans les pieds. Parce que en fait, il s'est lui-même vendu, dans le sens où, c'était ses mots, hein. Donc on va... Ah oui, il a dit un truc qui pour lui était normal. Il a dit... Oui, en gros c'est... elle était en chemise de nuit sans culotte, donc moi ça m'a aguiché, et puis elle disait rien, moi, quand je la caressais. En plein procès. Elle disait rien. Mais elle avait 6 ans, monsieur. Mais exactement, c'est exactement... Mais oui. Oui. Et là, il y a bug, tu vois. Et là, dans la salle d'audience, il y a bug. Il y a bug. D'accord. Le mec, du coup, se balance. Mais c'est ça, quoi. Mais c'est totalement ça. C'était parce que pour lui, c'était normal, en fait. Et donc, les juges lui ont dit, mais monsieur, même si votre petite fille se trimballe sans culotte, vous, à l'époque, vous aviez plus de... Je sais plus, il devait avoir plus de 50 ans. Quand moi, j'en avais 6, tu vois, je sais plus l'âge qu'il avait. C'est à vous de dire à votre petite fille, ma chérie, elle va mettre une culotte. Enfin, c'est pas des façons de s'habiller. Ça, c'est une personne normale qui va dire à sa petite fille de 6 ans, va t'habiller, tu vois. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai 2 neveux, un de 11 ans et un de 4 ans. Je vois mon neveu nu, je vais juste lui dire mets un slip, enfin, tu vois. Enfin, je vais pas...
Enfin, voilà quoi, c'est la base quoi. Enfin voilà. Et donc, et puis bah là, c'était s'ensuit. peut-être pas la base en 1900, je sais pas combien, mais. Ça me fait penser un peu, c'est le sketch du Palmacho, les deux cassos, c'est qui fait lequel qui m'a excité avec son petit. Ah oui, mais c'est ça, putain, mais c'est ça! Non, mais c'est ça! Oh, c'est ça, génial, en fait. c'est tellement cet Mais épisode-là! c'est ça! On le met vraiment. ça. Mais c'est tout à fait ça! C'est la vidéo du Pôle emploi. Mais oui, c'est elle, Avec avec son son petit. Mais non, mais quelle c'est ça! horreur, putain, mais- Et du coup, bah évidemment. Mais aujourd'hui, on en rigole. Mais le pire, c'est que ça existait et ça existe encore en fait. Non, mais attends, je te laisse imaginer la gueule des jurés. La gueule des jurés. Parce que c'est comme à la télé, un cours d'assises, t'as des jurés anonymes qui Ouais, ont ouais, été ouais. appelés, tu vois. C'est la révélation. Ah, mais du ils fait. ont pris la C'est- réplique, je pense. Et en fait, et puis donc sur 3 jours, ça a été que ça, et des témoignages. Mais alors, bah c'est pas compliqué, hein. Ma sœur, a dit, bah moi, il m'a toujours dit que c'est chaud. Il m'a toujours dit que j'avais une bouche bonne à faire des pipes et des seins dignes d'être une vache à lait. Parce qu'elle a Wow. tu vois, une grosse poitrine. Et Sean Bricky a dit ça? ma sœur, Oui. hein Son grand-père. mon lui grand-père disait disait Ah là ça à là. ma sœur. Oh, Et putain. en fait, donc t'as toutes mes cousines, mes tantes qui sont passées. Oh bah non, moi il m'a toujours mis des mains au cul, mais c'est Robert. Et puis bah moi il C'est venait. le bon vieux Robert! C'est le bon Robert. vieux. C'est ce bon vieux Robert! C'est ce bon vieux Robert. Voilà. Je sais plus si c'est dans un film ou je sais plus, C'est mais il y a un le truc vieux comme ça Robert, quoi. C'est genre, c'est normal, tu sais. Oui, Donc, oui, ça ah va, non, c'est mais oui, Robert. c'était normal. Ça va, c'est Robert. Bah, les c'est gars. Robert, il a Non, toujours mais été comme ça. putain. C'était voilà une sorte de. C'était banal, c'était quelque Déjà chose les mots au de. cul c'est plus que discutable, mais alors là on est même plus dans le discutable quoi. Enfin, Ouais. je pense que même à l'époque personne n'aurait trouvé ça. Et donc c'était, C'est on n'importe était quoi. face C'est à c'était horrible. surréaliste, hein, tu vois. On s'est dit, enfin maintenant je dis ça, mais à l'époque Parce moi que je. du coup le procès a lieu. Ouais. Si on fait le calcul, c'est 2007, 2000. Bah ouais, c'était il y a 9 ans. Ah oui, non. Ah donc c'est beaucoup plus tard que ça? C'était il y a 9 ans? Ouais. Oh la vache, bah oui. Donc en fait c'est de. Je sais plus. Non, c'est de- Dans 2013. 2024. 2014, un truc comme ça, je crois. 2013-2014, ouais. Ouais, 2014. Putain de merde. C'est Mais ça, attends, en mais c'est avril récent, 2014. quoi. Non mais ouais, j'avoue c'est lunaire quoi. Et donc, bon, bah, au bout des 3 jours, hein, tu te doutes bien. Alors, il a eu 15 chefs d'inculpation contre lui, donc vis-à-vis de moi. 14. Ouais. Ok. Parce que tout a été détaillé. Je vais pas. Oui. Je vous ai dit. On va éviter de. Vous allez faire des cauchemars après. Non, mais ouais. Et donc 14 reconnus à l'unanimité des faits. En même temps, c'était pas compliqué, hein, vu que le mec, vu son discours, bon, bah, ils se sont dit, bah, peut-être que la C'est petite, pas- elle raconte c'est- pas de conneries, Le en mec fait. s'est Tu balancé vois. tout seul, donc bon. Et donc, bon, bah voilà, le juge d'instruction lui dit, monsieur untel, vous avez beaucoup de chance d'avoir 78 ans, parce que vous auriez pris perpète. Donc là, en gros, vous allez aller en prison. Et en gros, alors je sais plus exactement comment il tourne ça, mais il a pris 10 ans de prison. Et le juge d'instruction lui dit, estimez-vous en gros heureux d'avoir 78 ans, parce qu'on espère que vous ressortirez les pieds devant. Sinon, vous auriez pris perpète. En gros, il a sous-entendu que de toute façon, t'aurais. Il ressortirait pas Il vivant de sortirait pas de la prison, de quoi. prison, quoi. Ouais. Tu vois. Et du coup, à l'heure actuelle, il est encore en vie ou il est décédé? Eh ben, il est encore en vie. Putain, il tient longtemps, hein. Ah, Il est coriace, le Il vieux. tient. Il est coriace, Putain. c'est l'époque, là il tient longtemps. Mais alors attendez, c'est foufou. Le pire, c'est que donc il n'y a pas eu de retour case maison, machin, pour aller faire une valise. Hein. Il a été transféré directement en prison. Eh ben, t'as mes tantes, et dont ma sœur, Oh là là. qui sont venues me voir pour me dire, ça t'embête pas si on dit au revoir à Robert? Non mais. Un petit au revoir avant de partir. Et là, tu vois, Un en petit au fait, revoir avant de mourir. bah, tu vois Non, mais- mes tantes, ma sœur, dire au revoir à Robert. Limite en lui pleurant dans ses bras, quoi. Oui, oui, non mais non mais oui, En pleurant dans ses bras. oui, oui. Et Voilà. moi, je suis là,
debout, Comme... tu vois. Et il y a... Par contre, personne n'a pleuré dans tes bras. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais je te dis, c'est... Personne n'a On pleuré dans tes bras. mais on vit dans un épisode de South Park en fait. Tu vois. la seule personne qui est venue me voir, évidemment, C'est Joël. Ouais. c'est Joël. Non mais c'est pas possible. Et mais il y a un souci quand le même. procès a été tellement violent pour lui Merde, qu'il s'est suicidé. horrible. Ah ouais. Il s'est pendu. Mais c'est pas Oh, possible. c'est horrible. C'est ouf. Oh là là. Donc, Ça va bien. et donc, suite à ce procès, il m'a fallu beaucoup de temps hein, quand même pour me reconstruire. Et, Ah bah tu m'étonnes. et là, ouais, après ça a été compliqué. Mais voilà, suite à ce procès et à la mort au suicide de Joël, j'ai pris la décision de couper les ponts avec tout le monde, sauf avec ma grande sœur. Mais donc voilà, aujourd'hui moi je n'ai plus que ma grande sœur. T'as de bons rapports avec elle? Oui, j'ai de très bons rapports avec elle, mais parce qu'elle est plus du tout en contact avec notre mère ni avec les membres de ma famille, même si elle a quelques contacts avec certaines de mes tantes, mais bon après elle a son libre arbitre et voilà, moi j'ai avancé et c'est ok quoi, mais voilà, à peu près. Voilà Ce que j'allais dire, c'est pour terminer sur une note d'espoir, tu voulais dire, parce que là c'est... Oui, parce que nous on Oui, en a là... parlé sur les pauses, mais... Ouais, mais là en fait pour terminer sur une note d'espoir, ouais. C'est que maintenant dans ta vie, on en parlait tout à l'heure, même si c'est un combat quotidien, comme tu l'as dit hein, tout à l'heure, Hugo, c'est vrai que on te voit dans la rue, tu t'en es extrêmement bien sorti. Oui. Même si tu dois encore, je pense, lutter au quotidien face, on va dire, à certains démons, mais je veux dire, tu t'en es extrêmement bien sorti, tu aurais pu très très mal finir, et que avec tout ce que tu as vécu... T'es plutôt équilibré. Voilà. Oui, voilà, et surtout, oui, c'est ça, et puis au-delà de ça, un autre note d'espoir, c'est ce dont on avait parlé là encore durant la pause, donc c'était coupé, parce que tu as aussi cet objectif un jour, ce rêve, voilà, quoi, de pouvoir vraiment, toi, raconter ton histoire. On en a parlé là quand c'était coupé, mais nous, là, ce qu'on fait actuellement, c'est un préambule, sûrement, sur ce que tu et Hector et moi, c'est que on médiatise ton histoire, mais par nous. Tu passes par nous. Et qu'on le veuille ou non, que ce soit volontaire ou non, on travestit un peu ton histoire parce que tu ne dis peut-être pas tout, tu veux peut-être pas te permettre, et surtout, c'est... tu parles par nous, par nos questions, on oriente involontairement. Et donc, ton rêve, c'est un jour de pouvoir raconter toi-même ta propre histoire, oui, par tes propres moyens, à l'écrit. Oui. Et ça, c'est... Voilà, si tu veux nous en dire deux mots. Oui, j'espère un jour pouvoir écrire un livre qui raconte... où je raconte ma vie et pouvoir dire aux personnes qui ont vécu des choses un peu similaires ou qui ont tout simplement eu une enfance difficile, que c'est possible de se reconstruire et que c'est tout à fait possible d'être heureuse en fait. Et, de trouver du bonheur même dans les ténèbres les plus profondes, quoi. Enfin, oui. Franchement, c'est un passif comme ça et voilà, et finir comme tu es actuellement, même si c'est peut-être pas tous les jours le top, etc. C'est ce que je disais, on en parlait là encore en off, mais c'est une quasi-résurrection, quoi, une miraculée, vraiment. Donc c'est vraiment une très forte note d'espoir. Quand tu vois qu'il y a juste des... Bon, moi, c'est le cas de quelqu'un que je connais qui ont fini à la rue juste parce qu'il y a eu... Ils sont jamais remis de leur divorce.
C'est ça. Ouais, non, mais Tu vois même, on a tous nos petits trucs et tout. Mais ça te fout quand même un gros coup dans la gueule Ouais. de te dire que toi, t'es malheureux pour des trucs qui à côté sont insignifiants. Ben, c'est un peu aussi pour ça que je voudrais écrire un livre, c'est pour aider les gens à relativiser. Ah en ouais. fait. Ouais, de fou, ouais. Là, tu Parce relativises. que... Ah bah ouais, et je pense que c'est une bonne chose aussi de médiatiser cette histoire aussi pour... Même moi, je pense que vraiment... Alors, parce que moi je connaissais pas son histoire avant, hein. Là on vient de faire une interview entre guillemets, témoignage en live, hein. Je viens d'apprendre en même temps que du coup ceux qui écouteront la vidéo et qui découvriront aussi. Moi je pense que là je verrai plus du tout la vie de la même façon après ce qui vient de se passer, parce que enfin voilà, c'est là, y a des choses horribles mais qui sont racontées dans les films. C'est d'ailleurs, tu sais quoi, on n'est pas tous égaux en fait. oui, Voilà, on ne naît pas tous égaux, Ouais. c'est déjà, Ça. ce serait bien de le rappeler, et surtout ça m'inspire pour ceux qui ont regardé la saga des aliens, je crois que c'est dans le 2 qu'il y a la petite fille qui dit à Ripley on m'a toujours dit que ma mère me disait que les monstres n'existent pas, si ils existent, en parlant des aliens, et ouais, c'est un peu ça quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, même que ce soit dans les films, dans les récits, dans les trucs, des histoires horribles. Les histoires Tu fais un vraiment tu fais- horribles, elles existent pour de vrai. Et c'est pas des fantasmes, et c'est pas pour se faire peur quoi. C'est pas, tu sais, la vidéo de Feld Up, que j'adore, hein. Mais c'est pas les vidéos de Feld Up, d'histoires sur Reddit, parfois fantasmées ou quoi. Non, là c'est la vraie vie quoi. Tu fais une série ou un film Et- sur ça, je sais même pas si t'es financé en fait. Mais non, mais enfin. C'est- Et puis même, franchement, c'est faire un fou. film là-dessus, c'est glauque aussi à souhait quoi. Donc. Ouais, j'ai souvent une amie qui me disait, mais toi, ta vie, c'est digne d'une série Netflix. Ouais. Euh, Et tu sais pas trop comment le prendre. Bah non, et puis moi, c'est vrai que j'ai pas le recul. Pour moi, c'est ma vie. Et Oui, voilà, c'est-à-dire que t'as jamais je- vraiment vécu la normalité. Non. Bah ouais. Enfin, en tout cas, la normalité, ça veut rien dire du coup, parce que la mienne, c'est pas non plus la norme, mais. Enfin, je sais pas trop comment dire, t'as pas eu une vie qui est statistiquement représentée par la majorité, quoi. Ouais. T'as vraiment eu une enfance très particulière, quoi. Et tellement particulière que là, on peut parler d'unicité, là. Là, c'est vraiment unique. Mhm. Et unique, c'est pas positif, quoi. C'est quand on dit tu es original, tu es unique, tu vois. Oui, mais est-ce que ton unicité, Là, j'ai elle pas envie est. d'être- ouais, là, t'as pas envie d'être unique. Tu vois, est-ce que t'as vraiment envie d'être unique pour ça, tu sais non, là, franchement. Après, la petite note d'espoir que je voudrais dire, parce que souvent, on me pose la question de mais comment tu fais pour Ouais. être heureuse aujourd'hui? Et je pense que c'est un peu ça, pas la clé, mais aussi bateau que ça puisse paraître, c'est de me raccrocher à toutes ces petites choses qui me font du bien, en fait, au quotidien. Par exemple, d'essayer juste de savoir ce qu'on aime un petit peu dans la vie. Et moi, juste une balade en forêt, ça me remplit de bonheur. Un lever, ça peut paraître cliché ce que je vais raconter, mais c'est pas cliché du tout. un lever, un coucher de soleil, un bon morceau de fromage, passer du temps avec un ami, des petites choses toutes simples, faire un dessin, lire un livre, Regarder un beau cuisiner, paysage, regarder regarder l'horizon. voilà, juste arriver à savourer des petits moments de vie comme ça, moi c'est ce qui me rend heureuse. Et voilà, du coup, c'est juste se raccrocher à ces petites choses-là. C'est relativisé, C'est ça. c'est pour le coup, effectivement, t'as tellement eu, ma pauvre, pas du tout de bonheur, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as aucun bon souvenir de ton enfance, Ouais. donc du coup, maintenant tu prends ce qu'il y a à prendre, quoi. Et Comme t'as dit, surtout, une petite des balade choses en- qui sont insignifiantes pour nous, toi tu vois vraiment une balade en forêt, comme t'as dit, un bon morceau de fromage, etc. Enfin, voilà. Ça peut paraître bateau, mais Ouais. c'est ça en fait. C'est vraiment c'est arriver à prendre du plaisir dans les choses simples en Simple, fait. ouais. Parce que je pense que finalement, il me restait plus que ça en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, et je pense que c'est ce qui m'a sauvée, c'est d'arriver à prendre du plaisir dans des choses aussi simples en fait. Parce que Ouais, te dire que le bonheur, il est pas dans l'accumulation, dans la montre Rolex, dans je sais pas quoi, tu sais, dans des trucs. Mais du coup, Ça, c'est un monde que. Enfin, c'est même pas que tu l'envisages pas, c'est que c'est un peu, complètement. ouais, c'est oui, Enfin, si, ouais, ça c'est- n'a aucun sens, quoi. Ouais. C'est-à-dire que. Faut se raccrocher. Non, c'est un beau message que tu
que tu fais passer. Et plein de vérité, je pense. Ouais. Vraiment. Est-ce que tu as un dernier, je sais pas, peut-être sur des personnes qui ont peut-être un vécu, pas similaire non plus, mais qui ont un vécu qui peut s'apparenter au tien, pour qui c'est une période très compliquée, qui peut-être serait dans une période justement où ils s'apprêtent à entamer des procédures dans le cadre d'un procès, etc. Est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose que a posteriori tu penses que tu aurais dû faire et qui serait bien, qui serait positif, qui serait engageant, qui serait... De ne pas hésiter à en parler, parce qu'on a vraiment peur en fait d'en parler. Et je pense réellement que la parole libère et qu'on a toutes et tous le droit au bonheur et qu'il faut savoir sauver sa peau en fait avant. Enfin, ça peut paraître extrême ce que je dis, mais moi je suis pas certaine que si j'avais pas été au bout de ce procès, je suis pas certaine d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et même si ce procès a été difficile, le jeu en valait la chandelle, quoi. Oui, parce que ça fait partie en fait de la reconstruction, le fait d'être reconnue victime, ça permet de remettre les choses à leur place. Et je n'étais qu'une enfant, je n'y suis pour rien, et il faut que justice soit faite. Et enfin, encore une fois, je pense que... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Ne pas hésiter à en parler. Ouais, finalement, la pire chose qui aurait pu être... Enfin, la pire des choses, finalement, est-ce que ça aurait été de ne jamais en parler, et que jamais la vérité ait été élucidée sur cette affaire. Il y a beaucoup de gens qui font ça... Oh putain, j'ai un parallèle en tête qui n'est pas du tout en lien avec ça, et qui franchement à côté c'est ridicule, quoi, mais il y a beaucoup de gens comme ça qui, parfois jeunes et parfois assez vieux, se rendent compte qu'ils ont un destin. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. À accomplir. Oui. Et que, une mission de vie. Oui, c'est ça, une sorte de mission, quoi. Missionner. Et que s'ils ne le font pas, l'histoire ne sera pas la même, et l'histoire ne se sera pas souvenue d'eux comme ayant pu faire... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je comprends tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça, ce truc, c'est... Putain, finalement, le truc le plus... nihiliste et le plus... Enfin, tu sais, vraiment dépressif au possible, le plus dramatique, ça aurait été de jamais le faire. Ouais. Et du coup, Robert, tu vois, ça serait resté... Non mais, excuse-moi, mais c'est horrible, quoi. Et en fait, c'est ça le truc, c'est... Est-ce que finalement, la vérité, c'est pas ça qui doit vraiment triompher, quoi. Rechercher vraiment une certaine forme de justice. De justice, mais complètement. Oui. Ah, mais et totalement. pas laisser des trucs comme ça passer et... Oui. Ok. De toute façon, ce qui est très bien, c'est qu'il mourra en prison. Voilà. Non, il est sorti. Non. Si. Bah si, maintenant... Et ma mère fait des barbecues avec lui. D'accord. Non, c'est... Oh, je te jure. Non, mais jusqu'au bout, hein. Ouais. Ma mère fait des... je pensais dire un truc vrai. Oh là là. Non, elle fait des barbecues... Oh putain. Le mal incarné, quoi. Donc du coup, oui, il est sorti. Tu disais ? Oui, alors il a, à la base, il a pris 7 ans, pardon. Il a pris 10 ans de prison ferme. Et il est sorti au bout de 7 années, au bout de 7 ans pour bonne conduite. Il a eu 3 ans de remise de... Bah ouais, parce qu'il avait pas de gosse de 6 ans dans sa cellule, monsieur. Donc il s'est bien conduit, je suppose. Oh putain. Ça doit être ça. Non mais ça doit être ça en fait, je suppose. Ça serait beau de finir sur ça, tu vois. Ouais, franchement, on va finir sur ça. C'était le mot de la fin. Ouais. Donc là, nous sommes après le témoignage. Déjà, dans un premier temps, merci beaucoup à Léna d'avoir témoigné, car même si pendant l'interview, et même avant, elle nous a dit que maintenant, elle avait fait la paix avec tout ça et qu'elle pouvait en parler sans souci, c'est toujours, je pense, un combat d'en parler, et c'est pas forcément simple. Donc merci à elle d'avoir pris le courage de le faire et d'avoir bien voulu témoigner. C'est vrai que c'est toujours très dur, en fait. Peut-être les plus perspicaces d'entre vous, à travers l'audio, vous arriverez à discerner le rire, du rire jaune, du rire un peu malsain et vraiment de la peine parfois qu'on a eu, et même à travers ses propres mots, il y avait, même si elle dit avoir fait un peu la paix avec tout ça,
voilà, ressortir des souvenirs, des tranches de vie aussi chaotiques, aussi destructrices, ça reste une vraie épreuve. C'est une personne absolument miraculée. Elle l'a même dit d'ailleurs à plusieurs moments quand elle parlait de tout le personnel santé qui était autour d'elle lorsqu'elle avait été internée. C'est une véritable miraculée et c'est une vraie chance, en fait, en réalité, d'avoir un témoignage pareil d'une personne. L'authenticité et on va dire le vécu est vraiment unique et très fort et aussi très inspirant. Moi, c'est ça, en fait, ce que j'aimerais faire passer dans cet outro. Et j'espère que vous aurez vraiment la même inspiration, le même niveau d'élévation et d'inspiration que j'ai ressenti, moi, en écoutant ces mots, en écoutant son histoire. Ça fait vraiment relativiser sur énormément de choses, sur la difficulté de la vie, sur la barbarie, en fait, la monstruosité du réel. Et j'espère que vous aurez vraiment le même ressenti que moi. Voilà. Que ça vous aura vraiment inspiré et que ça vous aura vraiment montré à la fois ce côté terrifiant, mais aussi comment surmonter, comment relativiser et comment se battre, en fait. Comme quoi le réel est beaucoup plus violent que des fois ce que l'on voit dans les films, etc. C'est vraiment... c'est de la violence pure et dure. Et c'est vrai qu'en témoignant, dites-vous bien que... bon là, elle a 39 ans, mais dites-vous bien que cette histoire de viol, ça a duré quand même pendant 10 ans. Et elle aurait pu, mais tellement plus mal finir. Et moi, franchement... Parce que et surtout, il faut bien vous rendre compte que le récit là, qui a été fait, finalement, n'a pas pour unique but, et en réalité, c'est pas même le but principal, de montrer toute l'horreur, parce que ce qu'elle nous a dit, je crois que ça n'a pas été gardé, parce que c'était entre deux pauses, elle nous a raconté que le coup du fusil, si vous avez écouté la vidéo, vous savez de quoi nous voulons parler, le coup du fusil, c'est rien, c'est vraiment la base, c'est insignifiant niveau barbarie par rapport à tout ce qu'elle a pu subir, donc je ne vous laisse même pas imaginer. Donc c'est le but, c'est même pas tant de montrer la barbarie, c'est autre chose, c'est de montrer quand on est victime de telles violences, comment on fait pour s'en sortir, toutes les parties de sa vie qui sont un peu moins qui sont peut-être moins spectaculaires, mais qui sont loin d'être les plus faciles. Témoigner, entamer une procédure, passer à autre chose, faire la paix avec tout ça, réussir à se reconstruire. Pour le coup, on n'arrête pas, chaque fois qu'on parle de résurrection, là, on dit que la seule personne qui a été résurrectée, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, c'est Jésus. Ressuscité. Ressuscité, oui, pardon. Résurrecté, je pense que c'est dans un sketch, c'est pour ça que je dis ça. La seule personne à avoir ressuscité sur Terre, on dit, c'est Jésus. Là, pour le coup, on en a rencontré une, quoi. Et c'est une personne vraiment incroyable. Elle a réussi vraiment à surmonter tout ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas du coup les images, mais même physiquement, c'est vraiment une belle personne. On dirait pas, et c'est pour ça que... Et voilà. Et c'est ce qu'on s'est dit, voilà, justement. C'est-à-dire que si cette personne, vous auriez très bien pu la croiser dans la rue. C'est Madame Tout-le-Monde, hein. Voilà, et ne pas vous douter. Donc, c'est aussi là-dessus, peut-être qu'on se dira, mais même si je vais te laisser continuer, mais parce que en fait, vous pourriez très bien rencontrer cette personne, vous embrouiller avec elle et lui dire non mais de toute façon toi à 39 ans t'as jamais rien, qu'est-ce que t'as vécu, t'as rien vécu, t'as 39 ans, et espèce de poufias machin, tu vois, et en fait jamais vous sauriez vraiment ce qu'elle a vécu cette personne, alors que c'est incroyable, quoi. Il y en a beaucoup, ils en auraient vécu, et même moi le premier, hein. J'aurais vécu le quart de ce qu'elle a vécu. Moi, je m'en serais pas sorti. Moi, je m'en serais pas sorti. Tu vois. Moi, je le dis, hein, je pense pas que je m'en serais sorti. Enfin, j'en sais rien parce que je l'ai pas vécu. Mais je pense que j'aurais pas vraiment le. Moi, on va parler des deux choses. Enfin, moi, je vais parler de la chose qui m'a le plus touché dans ce témoignage. C'est vraiment ce Joël. D'ailleurs, j'aimerais lui rendre hommage parce que maintenant, il est plus. Parce que c'est aussi ce qu'elle a voulu dire. C'est toutes ces petites choses. Elle a vécu dans le chaos. Mais il y a toujours eu des toutes petites, très minces parts de lumière. Et ce pauvre homme qui s'est pendu à la fin, comme s'il avait accompli sa mission. J'espère que maintenant, il a trouvé la paix d'une certaine manière. Ouais, franchement. Et il faut aussi... je
sais pas trop comment dire ça, mais c'est aussi ce qu'elle a voulu dire quand elle a dit en parler. À la fin de la vidéo, quel conseil donnerais-tu pour les personnes qui expérimentent quelque chose d'à peu près similaire, de semblable, en parler? Parce que cette personne, Joël, ça a été son rayon de lumière à elle. Je pense, hein, j'espère ne pas déformer ses propos. Et vraiment, elle a réussi vraiment à la sortir de cette situation. C'est ce qu'elle a dit, la pire chose qui aurait pu arriver, c'est s'il n'y avait pas eu ce procès, elle ne sait pas où elle en serait aujourd'hui. Et voilà quoi. En fait, c'est plein de... C'est comme un deuil, hein. C'est un deuil. Et franchement, c'est ce témoignage, cette discussion, moi, ça m'a beaucoup fait relativiser. Et c'est plein de petites choses qui te font te rendre compte que il y a des sujets importants, qu'on est susceptible tous de potentiellement connaître quelqu'un qui a quelque chose comme ça, un vécu... 1 sur 5 les gens, hein. Rappelez-vous la vidéo qu'on a fait avant, 1 sur 5, hein, donc vous en connaissez forcément. Hein, des Peut-être gens... pas des gens qui ont le même vécu, bah oui, mais, au moins, qui partagent des similitudes. Voilà. Donc souvenez-vous-en. Et pour tout vous dire, des choses à... Hugo, parce que il en est encore très choqué, parce qu'il s'y attendait pas d'un truc aussi intense, quoi. Ah oui, alors parce que pour tout vous dire, en fait, c'est Hector qui m'a appelé et qui m'a dit, écoute, Hugo, j'ai une amie, et voilà, est-ce que ça te dirait voilà, qu'on se voit, qu'on fasse une vidéo témoignage, elle qui témoignerait sur son vécu, parce qu'elle a été victime, etc. Je ne m'attendais pas à ça. Et je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi puissant et d'aussi inspirant, parce que en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... J'espère que c'est pas le cas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui verront que le côté spectaculaire et qui ne retiendront que les scènes, on va dire, un peu horribles, etc. de sa vie, mais c'est pas, je pense, c'est pas le message principal à retenir. Ce qui, moi, parce que là, on vient de dire au revoir, elle est repartie, et en fait, c'est ce que j'ai dit à Hector. En fait, je ressors de cette discussion presque heureux, tant je viens de vivre quelque chose, quoi, qui m'a vraiment inspiré, et c'est même pas satisfait, je sais pas comment dire. J'espère qu'on vous aura fait ressentir cette chose-là, qui je pense vous ouvrira en fait, dans votre façon de concevoir le monde, dans votre façon de gérer vos relations, dans votre façon de concevoir même voilà, des abus sur les enfants, comment gérer quelqu'un qui a subi des abus, comment en parler, les bonnes choses à faire, et voilà. Enfin, vraiment, j'espère que ça vous aura servi et que cette vidéo, ce témoignage aura eu un impact positif. En tout cas, encore une fois, merci à elle, parce que je tiens à le préciser, c'est vraiment un truc que j'ai décidé il y a 5 jours. Elle, en fait, elle m'a dit oui il y a 3 jours. Donc, autant vous dire que c'était vraiment, c'est limite à peu de choses près de l'imprévu, quoi. Ouais, ça s'est fait vraiment vite. Et j'ai vraiment été pris au dépourvu. Moi, je m'attendais pas à un truc pareil. Et vraiment, un immense merci à elle, à son vécu. J'ai pas le mot là pour le coup. Là, c'est très dur de qualifier le vécu. À la fois horrible et incroyable, quoi. C'est vraiment unique et profondément inspirant. Donc, la façon comment elle est sortie de tout ça. On espère que ça... on espère que ça vous aura plu, peut-être pas le mot le plus approprié. En tout cas, que ça vous aura touché. Que ça vous aura touché, voilà. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça, on a vraiment besoin de se reconnecter à des choses simples, au réel, mais en fait, qui sont essentielles. Ouais. Et ça, c'est pas un film. On vient pas de vous raconter, je sais pas, telle histoire de tel film d'horreur ou je sais pas quoi. C'est le réel, en fait. C'est le réel. Et ça peut arriver partout. Donc... méfiez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, des personnes que vous aimez, et ne laissez pas les gens seuls. Voilà. Que ce soit des gens de votre famille, que ce soit des gens, des vrais amis, des gens qui vont pas bien, parler avec eux, et éviter que des situations comme ça... Prenez soin de vos enfants aussi, surtout, et prenez soin de vos enfants, et plutôt que... Alors après, c'est ce que je vais dire, c'est peut-être un peu con, je sais pas, mais... plutôt que de les laisser devant les tablettes, devant les téléphones, là maintenant, à 10 ans, bah, peut-être se reconnecter avec et les faire parler, et que s'il y a quelque chose qui va pas, et surtout, croyez-les, quoi.
Parce que l'épisode de la baignoire où il lui a pété le nez alors qu'elle essayait de se confier, moi je trouve ça Ah, déchirant. c'est pas possible. Voilà. Franchement, c'est. Donc écoutez vos enfants et croyez-les, quoi. Prenez soin de vous, Bon prenez coup. soin de vos proches, Bon courage de votre famille. et à la prochaine vidéo.